Olivier Roy disait hier que dans les années 50, on a assisté au sommet de la courbe des séminaristes, et puis qu'après, ça s'est brutalement effondré. Et la chance de mon âge, c'est d'avoir été un observateur très particulier, comme le sont les personnes de mon âge, qui ont pu être des témoins directs de cette modification que certains peuvent appeler anthropologique. Je ne sais pas très bien ce qu'est l'anthropologie. L'anthropologie, c'est un questionnement, ce n'est pas une réponse. Et de voir comment une triple révolution s'est passée, je l'ai vraiment observé parce que j'appartenais au début de ma vie d'étudiant en médecine et de mon exercice médical beaucoup plus au XVIIIe siècle, au XIXe, qu'au XXIe ou qu'au XXe. Et que cette triple révolution, une révolution du rapport au corps, une révolution numérique et une révolution biologique. Le rapport au corps, et d'ailleurs c'était le thème des livres que j'avais écrits qui s'appelait la médecine sans le corps. Quand j'étais étudiant, je commençais ma vie à l'hôpital par ce qui apparaît comme quelque chose d'absolument ancestral, l'autopsie. Autrement dit, je cherchais dans le corps des morts la vérité. Et maintenant, faire une autopsie à l'hôpital, c'est un scandale. C'est absolument, quasiment interdit. Aucun étudiant en médecine ne verra un mort. Et souvent, les étudiants en médecine terminent leurs études sans voir un mort. Et que ce rapport au corps faisait que la sémiologie, c'est-à-dire l'examen du corps, faisait partie des prémices même de l'exercice médical. Et ça a disparu. Le corps, le rapport au corps médical s'est virtualisé dans des images, dans des chiffres. Et le paradoxe, c'est qu'en même temps, le corps n'a jamais été aussi présent dans la société sous la forme de bodybuilding, de la forme des crèmes de beauté, la forme de la recherche des plus beaux corps, avec une certaine mépris d'ailleurs pour les corps vieillissants, comme s'ils étaient un peu en trop. Donc on voit très très bien que, au fond, la médecine a abandonné le corps, et que la société a fait du corps une sorte d'idole très particulière. La deuxième révolution, c'est la révolution numérique, c'est un lieu commun, téléphone portable, quand un jeune a perdu son téléphone portable, il est dans un état de détresse absolue, comme s'il avait perdu un de ses compagnons ses compagnes les plus proches. Et puis la biologie, c'est étrange, parce que la biologie, elle se croit porteuse d'une vérité nouvelle. Alors que, m'a toujours très frappé, c'est que la biologie, elle est issue de l'animal. Et que tous les processus de PMA dont on parle, dont on nous bassine tous les jours, la nouveauté extraordinaire, comme si on allait sur la Lune, enfin, ça vient des vaches, ça vient des bovins, ça vient... Et Testard, qui a fait, avec Friedman, mis au monde la première naissance par fécondation in vitro, il venait de l'INRA, c'est pas un médecin. Donc on voit très très bien comment, peu à peu, il y a un espèce de glissement où on croit que l'humain se détache de la glèbe, de la glaise, se hisse, alors qu'en fait, tout ce qu'il apprend, c'est de l'animal et qu'il aspire à y retourner, ce qui est très étrange. Il y a donc... mon propos est excessif. Je suis excessif. Alors, il faut le prendre comme tel. Je ne supporte pas la tiédeur. Mais, bon, vous en tirez ce que vous voudrez. Donc, au fond, c'est une intrusion fascinante. Parce que l'humain se retrouve confronté à une sorte d'orgueil que lui fournit la science. Et quand Olivier Roy disait, au fond, les étudiants, les jeunes adolescents n'imaginent pas qu'il y a pu y avoir un monde autre, avec un autre rapport au corps, avec un autre rapport en l'absence de numérique, avec un autre rapport
à la biologie, ça leur paraît ancestral, du temps des Gaulois. Alors, est-ce que ce nouveau rapport au monde, est-ce qu'il menace, et c'est la question centrale peut-être, une sorte de transcendance? Est-ce qu'il génère naturellement un conflit potentiel entre ce que la science nous dit de l'homme et puis la Bible, dont il apparaît comme s'il y avait un tel décalage qu'il fallait faire un effort beaucoup plus important qu'autrefois sur la recherche de ce qui nous fait homme. Et que peut-être l'aspect central de ces conférences aujourd'hui, c'est plutôt le trop-plein, et qui nous fait perdre le sentiment essentiel à ma connaissance, c'est le manque. Au fond, un humain, c'est quelqu'un qui est en recherche, s'il manque, s'il est abreuvé, s'il est rempli, il abandonne ce sentiment du manque. L'autre rapport au monde, donc si ce rapport au monde devient une immanence totalitaire, abandon de tout ce qui a pu nous faire vivre depuis des siècles, est-ce que cette adaptation permanente du sujet humain aux biotechnologies sans fin, parce que on peut imaginer que les biotechnologies, tout ce qui pourrait exister, on peut très très bien imaginer, et c'est d'ailleurs chez l'animal ça existe, prendre une cellule de peau et en faire un spermatozoïde. Donc autrement dit, l'idée même de passer par des gamètes finit par, peut-être pour la génération du 22e siècle, apparaître comme un archaïsme. Ah bon, il fallait les gamètes pour faire un enfant. Et donc on peut imaginer que peu à peu, au fond, la biologie nous met face à des questions extraordinairement difficiles. Et que cette immanence totalitaire, je me souviens il y a à peu près 3-4 mois d'avoir eu un débat à Sciences Politiques devant 500 étudiants, un débat contradictoire avec Jean-Louis Touraine, qui est le porteur répété de toutes les lois récentes. Et à bout d'arguments, quand je ne suis pas sûr que l'un ou l'autre avait des arguments meilleurs. En tout cas, lui, à bout d'arguments, me dit « Mais vous êtes un croyant ». Donc, à la limite, c'était une insulte en disant « Arrêtez, parce que votre discours est porteur d'irrationalité, parce que vous êtes un croyant ». Et au fond, je me suis à ce moment-là, évidemment, battu, et j'ai senti que les étudiants étaient plutôt, non pas de mon côté, mais qui considéraient que être insulté parce qu'on est un croyant leur paraissait quand même un peu excessif. Donc, cette première question se double d'une autre question. Est-ce qu'il s'agit d'un changement universel, ou bien est-ce qui sont liés aux cultures ultra-technicisées maintenant, la Chine, les États-Unis, l'Europe, l'Asie du Sud-Est, le Japon, ou bien est-ce qu'il s'agit d'un socle anthropologique commun perdu que seules les sociétés dites non technicisées garderaient? Autrement dit, est-ce que les sociétés technicisées seraient de nature à bousculer l'humain et qu'il y aurait dans les sociétés dites primitives une sorte de paradis perdu et je n'ai pas de réponse, mais en tout cas, ça met en cause, et un peu, on est près de Montpellier avec la phrase de Paul Valéry, les civilisations disparaissent. Je suis frappé de voir que le mot civilisation en lui-même est porteur au XXIe siècle d'un aspect très critique. On ne sait plus très bien ce que nous avons été capables d'apporter comme civilisation. Il y a un malentendu total, et je pense qu'on ne peut plus penser que les pays ultra-développés sont porteurs d'une vérité que les pays en voie de développement n'auraient pas. Au fond, est-ce que l'histoire humaine n'abdiquerait pas totalement une sorte d'ontologie anthropologique en confiant au seul domaine médical la naissance, même la prénaissance, la mort, la réparation, la parenté, la filiation, pour se soumettre désormais
à un ordre biologique, à une fabrication d'humains, plutôt qu'à l'engendrement? C'est la question que je vous propose de traiter. Donc abordons deux domaines. Un premier domaine assez court sur, au fond, ce qui va être l'émergence de ces questionnements bioéthiques que nous avons observés et qui sont actuellement politiquement discutés. Alors, quand d'ailleurs Israël Lisan, avec lequel je corresponds très souvent, je vais à Strasbourg, je discute avec lui, quand il dit que la science est comme un TGV avec train à grande vitesse que rien ne peut arrêter, le drame c'est que l'éthique ce serait une sorte de levier, stop, non, c'est pas le frein de secours. L'éthique, elle est de savoir si on monte dans le train et que je ne suis pas sûr qu'on découvre le paysage à partir d'un TGV et que découvrir le monde, c'est dans le marchand. Et que probablement cette vision fascinante de la rapidité est à l'opposé de la connaissance du monde. Donc, premièrement, c'est la relation à la médecine. Parce qu'elle est devenue une science médicale. La médecine traditionnelle est un peu méprisée et quand les étudiants, on leur parle de parole du malade, d'humanité, ils disent oui, très bien, mais enfin, on n'est pas là pour faire de la religion, on est là pour faire de la science pure et dure. Ils viennent d'ailleurs tous maintenant de grandes écoles, comme si certains pourraient faire Centrale, Polytechnique, et ils font de la médecine. Et Jean-Louis Touraine, d'ailleurs, dit dans un livre récent que la médecine permet désormais de donner la vie, elle permet de choisir sa mort, et que le père n'est plus un droit inaliénable. En un demi-siècle, ce qui est très frappant, ce que j'ai pu observer, c'est que le salut de l'existence, le sens de l'existence, est désormais lié à la science médicale, et non plus à une sorte d'interrogation existentielle que la religion a passé son temps à aborder. Au fond, on voit très bien cette captation du sens par la médecine. On le voit tout le temps. Quand quelqu'un meurt, de quoi est-il mort? Est-ce que je suis concerné? Est-ce qu'il a une maladie qui pourrait m'arriver? Alors la mort subite, c'est très embêtant, parce que je pourrais être concerné. Et s'il a un cancer des poumons et qu'il a fumé, bah oui, c'est très triste, mais il est responsable. Donc on voit très très bien que le de quoi est-il mort, première question, élude le fait qu'il est mort. Et que le déni de la mort dont parlait Cécile Romer tout à l'heure est quelque chose d'absolument évident. Et quand j'avais fait mon rapport sur la fin de vie au président de la République, j'avais été frappé de voir les milliers de médecins que j'avais rencontrés et me disant quasiment toujours « la mort est un échec ». Alors que la mort soit un échec pour la médecine vous plonge là dans une perplexité assez étonnante. Le dépistage à tout craint, et la France est dans ce domaine, les leaders au monde. La prévention, Cécile Romer disait, c'est embêtant de dire, il ne faut pas fumer, pas trop grossir, etc. Oui, mais enfin, c'est des conduites que la médecine peut encourager, qui sont plutôt bonnes, mais actuellement, ce qui est plutôt important, c'est la prévention, le dépistage. Et il faut faire des examens pour savoir si on est porteur de tel ou tel risque. L'allongement de la durée de la vie est attribué quasiment à la médecine, alors que le frigidaire, le fait d'avoir peut-être un air renouvelé, même s'il est quelquefois pollué, mais enfin, l'allongement de la vie, ce n'est pas simplement la médecine. Et la sécurité incarcérante, on voit très très bien que les personnes âgées, on leur dit, il ne faut pas sortir, vous allez vous perdre, vous allez tomber. Il y a une sorte d'enfermement très, très, très particulier. L'afflux au service d'urgence. Le service d'urgence, parce que c'est directement lié, au fond, à la médecine comme salut. C'est-à-dire que j'ai mal à la tête, je veux un scanner, j'ai mal à l'estomac, je veux une échographie. C'est-à-dire qu'il y a une demande d'immédiateté d'une réponse. Et par conséquent, effectivement, on est dans l'absurdité de ce recours aux urgences, car je veux une réponse immédiate à mon inquiétude. Alors, on a des défibrillateurs à chaque coin de rue, je suis sûr qu'il y en a au Lazaret. La moindre faute médicale est criminalisée, cet enfant est mal formé, comment a-t-il pu naître? Mais qu'est-ce que c'est que cette erreur de la médecine? Avec d'ailleurs cette tentation de dire que maintenant, désormais, comme je l'ai vu il y a 3-4 jours
dans une réunion où les médecins disaient « c'est scandaleux maintenant qu'un enfant naisse mal formé, c'est un scandale ». Et il faudrait, avant la naissance, pouvoir regarder dans les gènes si telle ou telle possibilité. Et moi, disaient les médecins, la main sur le cœur, je ne veux plus voir de ma vie un enfant porteur d'un handicap. Les check-up, avec les contrôles techniques comme l'automobile, peut-être à la même fréquence, avec la carte génétique, pour une fois, là, moi j'ai critiqué quelquefois la ministre, mais je trouve qu'elle a été remarquable, parce que la médecine disait qu'il faudrait que chaque Français puisse avoir accès librement à sa carte génétique, il ne faut pas l'envoyer sa salive aux États-Unis, à Los Angeles, pour 23andMe, mais il faudrait qu'on puisse savoir si on est porteur de tel ou tel risque. Et là, la médecine, elle appuyait dessus. Et là, elle a interdit, au fond, comme si la carte génétique disait quelque chose de notre existence, alors que tous les éléments dérisoires. Derrière tout cela, il y a un acteur, un seul, qui est tout à fait tapis dans l'ombre, qui est le marché. Le marché a parfaitement compris que la médecine était le meilleur marché du monde, parce que personne ne le critique. Car si vous proposez les bienfaits, l'allongement de la vie, la guérison, tout, mais les gens sont prêts à payer n'importe quoi. Et le marché a très bien compris qu'il pouvait tirer des bénéfices permanents. Et par conséquent, le transfert de la main d'un médecin sur un ventre à une échographie payante, transférer la parole qui ne coûte rien, qui n'a pas de sens au sens commercial, sur une imagerie très sophistiquée, permet effectivement de favoriser ce lien incestueux entre le marché et la santé. Et on assiste donc à une médecine du soi, médecine, au fond, qui m'a toujours paru étonnante, c'est-à-dire une espèce de la réparation du soi, avec, on parlait hier avec Michel Bertrand, les cellules souches m'ont toujours agacé dans la façon dont on demande, au fond, à des cellules embryonnaires de se réparer. Alors, soit de se auto-réparer, soit de prendre les embryons des autres pour réparer son foie, son poumon et ses os. Au fond, une sorte de refus de la solidarité au profit de son intérêt à soi. Comment les gens disent « Ah, moi, je ne veux pas être vacciné, je laisse les autres se vacciner ». Au fond, cette espèce de mépris du sens de la vaccination collective. Bref, il y a un sentiment étrange de la vie qui devient sacrée, et au moment même où l'acharnement thérapeutique se met à prolonger les vies dans la douleur, dans quelquefois une sorte d'incompréhension individuelle et collective. Et à ce moment-là, au fond, le sacrement religieux se transforme en la vie sacrée de façon profane. La robotisation, je ne parle pas de l'intelligence artificielle, le transhumanisme, au fond tout ça fait que c'est un pacte faustien. Je vous promets l'amélioration, mais donnez-moi votre vie, une sorte de perte de liberté au sens d'une aliénation. Et donc l'humain, réduit à des images et à des chiffres, finit par être réduit. Ces chiffres et ces images vont se substituer à son être et à des composantes organiques. Au fond, le corps, je l'aurais vu, moi, dans ma vie professionnelle, disparaît. Ma discipline, c'est la médecine interne, c'est-à-dire une médecine globale, au profit de, non pas le cardiologue, mais le cardiologue de l'oreillette gauche. Et par conséquent, à ce moment-là, on se fiche complètement de savoir quelle est la relation entre l'oreillette gauche et l'artère du pied. Et puis, l'angoisse contemporaine de l'échéance temporelle de la mort annoncée. Au fond, mora certa, ora incerta. Et que maintenant, l'humain est confronté à une espèce d'obsession de savoir quand. Et l'euthanasie s'intègre dans cette volonté de ne plus être soumis aux aléas du temps, mais de dire, moi, je ne veux pas que ora incerta demeure. Et donc, l'écran sur lequel s'affichent les données et les réseaux sociaux finissent par travailler ensemble et donc finissent par enfermer chacun
dans une sorte de relation d'altérité qui disparaît, où l'altérité, c'est l'écran. Et tout le monde a fait l'expérience des médecins qui sont face à leur écran et qui regardent l'écran et qui ne regardent plus le malade. Et par conséquent, il faut à tout prix remplir les données et faire de ce malade un tissu de données. Et le paradoxe étrange, très récent, c'est que quand on fait une IRM, à l'un d'entre vous, à Michel Bertrand, à moi-même, sur la façon dont on pense, où on répond à une question. L'IRM montre un circuit fascinant, mais ça nous donne la cartographie, non pas du sens de la réponse, mais au moins du chemin de la réponse. Mais si on fait cette expérience très récente de faire une IRM à Michel Bertrand et à moi-même ensemble, mais face à un questionnement, on s'aperçoit que nos chemins, très rapidement, au bout de quelques minutes, cheminent de façon identique. Autrement dit, la relation à l'autre l'emporte sur chacun des comportements. Et je trouve que ce message des neurosciences est très encourageant, parce que pour la première fois, il montre que cette idée d'une médecine de soi, de contrôle de soi, de progression de soi, finit par être une certaine forme de vanité, que ce qui est important, c'est la relation. Et là, on retrouve les messages universels et les messages bibliques. Alors la bioéthique, là-dedans, elle est très étrangement prisonnière. Claude Durier disait que la différence entre la morale et l'éthique, c'est que la morale, c'était la réponse avant la question, et que l'éthique, c'était la question sans la réponse. Mais je pense que c'est vrai. L'éthique, elle est par essence non normative. Car si elle est normative, à ce moment-là, elle s'enferme elle-même dans une perte de son questionnement. Et à partir du moment où la médecine est devenue plus techno-scientifique que scientifique, c'est-à-dire autrement dit, elle est plus consciente de l'usage de la science que de la science elle-même. La bioéthique, elle est sommée d'être son faire-valoir, d'être non pas tellement son questionnement que le tampon qui lui permet d'afficher une certaine indépendance par rapport au marché. Et la bioéthique, elle est prisonnière à ce moment-là. Elle est prisonnière d'une réponse oui-non. Et son instrumentalisation, à ce moment-là, ne fait guère de doute. Instrumentalisation redoublée d'une relation politique très récente, pas de mon temps, mais depuis le président Hollande, le politique dit l'éthique, c'est intéressant parce que ça va nous permettre de savoir si le peuple, au fond, est d'accord avec ce que je propose. Donc, je veux une garantie éthique avant de prendre une loi. Et à ce moment-là, l'éthique, elle est bloquée. Elle est bloquée parce qu'elle ne peut plus questionner et elle est prisonnière du vœu du prince. Donc il y a, à mon avis, une ambiguïté majeure parce qu'elle devient vulnérable à la gouvernance technocratique. Or, sur le plan anthropologique, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est dans une phase d'anthropotechnie. C'est-à-dire qu'il y a une aliénation de l'humain à la technique. Non pas d'usage, mais de domination. Il y a un moment donné où l'humain sans technique se sent perdu. Chacun fait l'expérience de la perte du portable qui fait qu'on est tout à fait, on ne sait plus où on est, quels sont ses amis, etc. Et donc, l'éthique est très embarrassée parce que quelle est sa finalité ? Est-ce qu'elle doit chercher un point de consensus entre des points de vue différents ? Est-ce qu'elle doit sacrifier sa finalité au profit d'un dialogue qui ne gomme pas les conflictualités, mais les expose sans jugement ? Est-ce que l'éthique, quelle est sa relation à l'éthique de conviction et à l'éthique de responsabilité ? Moi, j'ai toujours pensé que l'éthique de conviction, elle est nécessaire, mais elle est tellement insuffisante. Ça ne peut pas, une humanité ne peut pas vivre en fonction de ses convictions qui sont toujours celles de son moi.
et que l'éthique de responsabilité, c'est le moi face à tu. Et par conséquent, la conviction, elle s'enferme d'emblée dans une faille, qui est justement cet enfermement. Mais à supposer que l'éthique ne soit pas instrumentalisée par le politique, qu'elle ne soit pas instrumentalisée par l'économie, qu'elle ne soit pas instrumentalisée par la médecine technique. Quelle relation peut naître de l'anthropologie et de l'éthique? Est-ce que l'anthropologie doit privilégier l'homme dans sa singularité? Et j'ai trouvé que Olivier Roy et Cécile Romer nous donnaient les pistes. Un homme singulier, c'est pas grand-chose. Et que son individualité, voire son individualisme, sont en même temps des enfermements totaux, parce qu'elles ignorent le contexte social et peut-être mettre au deuxième plan cette relation de l'homme à la société. Autrement dit, les concepts rabâchés d'autonomie individuelle, de droit de la personne. Moi, je suis frappé de voir comment les droits de l'homme sont transformés en quelques années en droits de la personne. Les droits de l'homme, ce n'est pas les droits de la personne. Les droits de l'homme, c'est les droits d'un humain tel qu'on peut l'imaginer pour les autres. Et ce n'est pas les droits de la personne. Et on avait donné le prix Paul Ricoeur à un philosophe allemand qui s'appelle Hans Joas, qui a fait un livre remarquable sur le glissement des droits de l'homme vers les droits de la personne. Alors, peut-être que la vraie question, c'est quel est le plus vulnérable dans la médicalisation, par exemple, de la procréation. Est-ce que c'est la mère ou l'enfant? Et le problème, c'est que la vulnérabilité de l'enfant, dont on sait très bien qu'il est le plus vulnérable, il n'y a pas de débat entre la mère et l'enfant, c'est celui qui est le plus dépourvu de capacité de langage. Oui, mais il est à long terme, il est à 9 mois minimum, et il peut être à 18 ans quand il apprendra qu'il est né par tel ou tel procédé. Par conséquent, cette asymétrie temporelle du plus vulnérable met l'humain dans une faille très difficile. L'écologie nous montre qu'en 2019, prendre une décision qui protégera les enfants du XXIe siècle est une utopie, et qu'on aura toujours le sentiment qu'on ne va pas souffrir pour faire vivre les enfants dans 150 ans. Au fond, la vision éthique à long terme reste une utopie. Et pour terminer, voir au fond, comment l'éthique est prisonnière des principes éthiques. Les principes sont par essence normatifs. Les principes américains de l'autonomie, de la justice, de la non-malfaisance, de la bienfaisance, ne sont absolument pas efficients. Je ne vois pas ils sont tous contradictoires entre eux. On pourrait faire à chaque fois une conférence sur ce que c'est que l'autonomie et les malheurs de l'autonomie. Ce qui est important dans l'autonomie, c'est, comme le dit Paul Ricoeur, Amartya Sen, la capacité, c'est-à-dire comment un être humain âgé, handicapé, peut garder ce qui est sa flamme, ce qui demeure de lui-même, plutôt que cette vision, il ne peut pas faire. Mais qu'est-ce qu'il peut faire, et éventuellement peut faire même de mieux que des personnes handicapées, de vieux mieux que des jeunes. Et donc, est-ce qu'on peut chercher des invariants universels, comme la dignité humaine? La dignité humaine m'a toujours frappé de voir que le combat entre ma dignité et la dignité que les gens m'accordent, au fond, la vraie dignité, c'est celle que l'humanité donne à l'autre. C'est très difficile d'être pour soi le seul critère. Bien sûr, c'est un critère de dignité, je me sens indigne. Mais ce qui est important dans la vie en société, c'est comment on crée la dignité de l'autre. Au fond, l'interdépendance humaine et le devoir d'aider les plus fragiles. Mais tous ces principes sont porteurs d'ambiguïté et de contradiction. Est-ce que le respect des valeurs de l'autre ne menace pas mes valeurs? Par exemple, les congés en fonction des religions, la France républicaine prend des principes chrétiens,
Elle refuse les journées juives, les journées musulmanes, les journées bouddhistes éventuellement, au nom de « je ne veux quand même pas que ma vie citoyenne soit menacée par d'autres valeurs ». Et donc, c'est très intéressant de voir des éthiques plurielles. Quand j'étais président du comité d'éthique, j'étais souvent en Afrique, et les Africains me disaient à juste titre, vous ne pouvez quand même pas nous parler d'éthique, alors qu'en Europe, vous n'êtes même pas capable de vous mettre à une table et d'avoir un enseignement, une réflexion éthique qui soit cohérente. C'est un champ de foire entre les Belges, les Hollandais, les Anglais, les Espagnols, les Italiens, on ne parle pas des Russes. Alors, méfions-nous d'un invariant anthropologique fondé sur des principes. Mais analysons, et ce sera vraiment la fin, c'est comment l'éthique, c'est à mon sens, une vision critique d'un humain façonné, parce que fasciné par les biotechnologies et par tout ce qui nous montre, et qui finit par constituer une sorte de biopouvoir, disait Michel Foucault. La vraie question, c'est comment la réalité biologique finit par tétaniser le droit, tétaniser la justice, tétaniser l'humain. Comme s'il y avait une vérité biologique à laquelle il fallait désormais s'adapter. Et j'en ai, pour exemple, il y a quelques jours, je voyais dans les journaux certaines associations disant, mais enfin, il n'y a aucune différence entre une stérilité médicale et une stérilité liée au comportement sexuel. On sait très bien que la stérilité, toute stérilité, est une stérilité sociale. Donc, la stérilité médicale, ça n'existe pas. La stérilité médicale, c'est une stérilité sociale. Donc, on voit très bien jusqu'où vont les sophismes. Donc, la question n'est pas d'empêcher une femme d'avoir un enfant, quand elle le veut, parce que au nom de quoi, au nom de quel principe supérieur on va lui dire non, vous n'avez pas le droit qu'on vous aide à avoir un enfant. Mais on peut s'interroger sur le concept de filiation, c'est-à-dire on peut s'interroger sur le fait que à un moment donné, l'humanité devrait s'interroger sur le concept d'engendrement et non plus de filiation, d'héritage. C'est-à-dire qu'on est dans une société où l'immédiateté, le présent, fait qu'on est à l'origine du monde, et on n'est plus héritier du monde. Et là, il y a peut-être une question anthropologique, c'est-à-dire une espèce d'orgueil démesuré de l'humain qui pense que désormais, il est à l'origine. Et on voit cette facilité étonnante d'accepter que des enfants soient expertisés génétiquement sur l'embryon, au stade sur le 2 ou 4 cellules, avant l'insémination. Et j'ai vu la médecine réclamer à corps et à cri qu'on double la PMA d'une expertise de l'embryon avant, comme si c'était évident et que les couples hétérosexuels sont désormais jaloux d'avoir fait des enfants sans passer par l'expertise génétique. Et 90% des médecins sont pour. Même le Comité national d'éthique, à ma surprise, était très favorable. Et alors là, ma surprise, c'est hier. Hier, sur mon phone, je vois la ministre de la Santé, pour laquelle je n'ai pas toujours été tendre, et qui dit « là, ça suffit. Ça suffit, on ne va quand même pas rechercher la trisomie 21 à l'occasion de l'extension de la PMA. » Brouhaha, fureur des députés, mais là, il y a de temps en temps une sorte de sauvegarde, de reprise en main, où le pouvoir politique est effrayé lui-même par ce que propose la médecine. Mais ça ne va pas durer très longtemps. Mais on voit très très bien comment ce sentiment, peut-être elle, fils de déporté à la Shoah, est beaucoup plus sensible, au fond, à cette espèce d'eugénisme sournois qui se veut biologique, qui ne se veut pas, mais qui est en fait un eugénisme politique tout à fait évident. Alors, l'éthique, dans tout cela, je pense que elle n'est pas là pour donner des réponses.
elle est là pour sans cesse revenir sur des questionnements essentiels. Et à mon sens, il y a 3 questionnements essentiels. D'abord, l'humain au XXIe siècle, il est pris dans la nasse du marché. C'est pas d'être contre le marché, mais il est pris dans la nasse du consommateur. Il est pris dans la nasse que lui propose sans cesse l'amélioration des biotechnologies qui sont plus des techniques que de la science. Et que s'il n'a pas conscience, au nom d'une sorte de bienfait proposé, de voir derrière la capture de son être au long de cette liberté apportée par les biotechnologies. La deuxième, c'est l'attention aux plus déshérités, les plus fragiles. Pourquoi l'humanité existe encore au XXIe siècle? Elle existe, et Darwin l'avait pensé avant tout le monde. C'est pas parce qu'il est devenu plus intelligent, plus créatif, simplement, c'est que depuis le début de l'histoire de l'homme, l'humain s'est caractérisé par son aide aux plus fragiles. S'il avait laissé le champ ouvert aux plus forts, il n'y aurait pas d'humanité, parce que les plus forts auraient disparu. Et qu'au fond, le paradoxe, c'est que ce sont les plus faibles qui, maintenus en vie par les plus forts, ont permis cette créativité. Et l'attention aux autres plus qu'à soi-même. En fin de compte, l'intrusion du nouveau rapport au corps, du numérique, de la biologique, a fini par tellement envahir le champ de la réflexion sur lui-même qu'il lui offre une nouvelle illusion de liberté dans un monde devenu transparent et fonctionnel. Transparent, il faut le savoir. Alors qu'elle n'offre en réalité qu'une aliénation perverse, sous la marque d'un progressisme. L'anthropotechnie, et non pas l'anthropologie. L'anthropologie, je ne sais pas ce que c'est. C'est une science, mais ce n'est pas une réponse. En revanche, l'anthropotechnie est déjà une façon d'entrevoir la nouvelle réalité. Elle nous fait prendre conscience en creux, avec cette logique de prestation de service des désirs individuels, que nous sommes avant tout des êtres de relation, avant d'être des êtres singuliers. On passe son temps à dire le vivre ensemble. Mais en fait, chacun pense vivre ensemble sans autrui. Tel est le vrai message anthropologique de ce qui fait que le jeu est créé par un tu. C'est le tu qui fait le jeu. Et c'est un message qui, en même temps, et c'est la chance de notre vie contemporaine, que la science est en train de redécouvrir. Merci. Merci beaucoup, professeur Sicard, pour cette approche à la fois si profonde et en même temps enracinée dans des réalités si concrètes dont nous découvrons chaque jour, et en parlant encore ces jours-ci, la complexité, cette complexité du réel qui suscite plus de questions, d'interrogations critiques que de réponses normatives.